Bonjour à tous, bienvenue pour ce 16e webinaire de la web-série des générateurs Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, on va parler de la petite hydroélectricité, une introduction à cette nouvelle filière dans le registre du réseau des générateurs. Quelques informations pratiques tout d'abord. Cette web-série, elle comporte du coup les 16 épisodes sur différentes thématiques au niveau des énergies renouvelables. On a toujours un format qui fait à peu près 1 heure, sur 40 minutes d'information et de retour d'expérience. Et ensuite, on propose 20 minutes de temps d'échange pour répondre à vos questions. Le replay, il va être disponible d'ici quelques jours, mais n'hésitez pas à regarder la playlist YouTube des générateurs Nouvelle-Aquitaine pour voir les autres épisodes qui vous sont proposés. Aujourd'hui, on va parler petite hydroélectricité. Donc, je vais vous présenter en une vingtaine de minutes une petite introduction technique à cette filière. Et ensuite, Monsieur Jean-Luc Roubier de la Société citoyenne Provence Énergie Citoyenne va vous présenter la renaissance de sa microcentrale hydroélectrique grâce à son collectif citoyen. Ensuite, on aura 20 minutes de temps d'échange. Parfait. Tout d'abord, petite présentation des générateurs. On est un réseau de conseillers national en énergie renouvelable. On accompagne les collectivités de façon neutre, indépendante et surtout un accompagnement gratuit sur les différentes énergies renouvelables, qui est le photovoltaïque, l'éolien et maintenant l'hydroélectricité. On propose en fait d'accompagner les élus dans leurs projets en phase d'émergence. Donc tout d'abord en présentant des webinaires comme aujourd'hui, mais aussi proposant des visites de sites, des ressources sur ces énergies-là. On appuie aussi et on accompagne les élus auprès de situations de conseil en faisant des interventions et des journées d'information. Et ensuite, on accompagne aussi les élus sur leur stratégie territoriale et les développements de projets. Vous pouvez, après avoir mis en réseau le réseau régional et national, on travaille avec les départements, la DDT, les syndicats d'énergie, les sociétés d'économie mixte. Vous pouvez retrouver sur le site web des générateurs de Nouvelle-Aquitaine le parcours des élus. C'est une brochure qui permet de voir où les générateurs peuvent vous accompagner dans vos projets d'énergie renouvelable. Donc n'hésitez pas à regarder ce document. Et enfin, on a une adresse mail commune parmi tous les conseillers générateurs de Nouvelle-Aquitaine. Donc n'hésitez pas à nous contacter et on relaiera votre sujet et votre mail aux conseillers qui sont sur votre département. Je vais pouvoir commencer la présentation. Donc, bienvenue dans cette découverte de la filière de la petite hydroélectricité. Aujourd'hui, on va parler tout d'abord un petit peu d'histoire sur l'énergie hydraulique. Alors, il faut savoir que la maîtrise de l'énergie hydraulique, c'est la première révolution qui permet de remplacer un effort humain qui est important. On a des traces de cette maîtrise dès le transport de l'eau autour de 300 ans avant Jésus-Christ, avec des norias, qui sont des roues avec des seaux qui permettaient de transporter, grâce à cette énergie du cours d'eau, de l'eau directement dans des canals d'amener. Et autour du 1er siècle de notre ère, ce sont les premières traces de moulins à eau qui révolutionnent les pratiques. On est capable de moudre du grain, de créer de l'huile, de créer des scieries mécaniques, comme les moulins romains de Barbugal qui datent du 2e siècle. Cette économie, l'économie, elle tourne autour de cette technologie pendant plusieurs siècles et dès le 19e siècle, c'est plus de 100 000 moulins qui sont existants en France. L'énergie hydraulique, elle est utilisée dans les premières industries textiles fin du 18e siècle, lors de la révolution industrielle. Et c'est la première énergie de cette période avant son remplacement par la vapeur. Elle retrouve un nouvel essor début du 20e lors du développement de l'électricité qui implique une production massive d'ouvrages hydroélectriques sur le territoire français. Et en plus de ça, la création d'EDF en 1946 permet encore un nouvel essor de la création de barrages hydroélectriques grâce à des levées de fonds importants. Aujourd'hui, l'hydroélectricité dans le monde, en 2024, ça représente 1443 gigawatts installés. C'est 45% de la production d'électricité renouvelable mondiale et c'est un équivalent à 14,2% du mix énergétique mondial, toute énergie confondue. Alors la Chine, elle est première productrice d'électroélectricité, c'est même la détentrice du plus gros barrage au monde, le barrage des Trois Gorges en Chine, qui a une puissance de 22 500 mégawatts.
Nous, en France, on est en deuxième position, en 12e, pardon, avec une production de 75,1 TWh en 2024 pour un équivalent de 25,7 gigawatts d'installés. C'est du coup la première énergie renouvelable en France pour produire de l'électricité et c'est aussi la deuxième source d'énergie électrique après le nucléaire. Le nucléaire à 67% du mix énergétique français et l'hydraulique est derrière à 14%. Donc on peut dire que l'hydroélectricité, c'est un véritable pilier de notre mix énergétique aujourd'hui. Et au niveau de la programmation pluriannuelle de l'énergie qui vient de sortir, la PPE 3, entre 2026 et 2035, on a deux angles d'avancement qui sont proposés pour l'hydroélectricité. Tout d'abord, dans la grande hydroélectricité, donc les gros barrages hydroélectriques, on a une nécessité d'augmenter les capacités des grandes installations au-delà de 4,5 MW par l'optimisation et par le suréquipement d'aménagements existants seulement. On n'a pas de création de nouveaux barrages. On attend une augmentation de 2300 MW d'ici 2035. Et ça, c'est en incluant les stations de transfert d'énergie par pompage, les STEP. On ne va pas en parler dans ce webinaire, c'est plus une technologie de stockage. Au niveau de la petite hydroélectricité, on a un mouvement pour poursuivre les appels d'offres et les arrêtés tarifaires pour augmenter le développement de la petite hydroélectricité. Donc, on met en place des dispositifs de soutien à la rénovation des installations hydroélectriques autorisées et en fonctionnement pour augmenter les capacités de près de 440 MW d'ici 2035. Aujourd'hui, c'est très compliqué de faire de l'agro-hydroélectricité et on va se focus du coup sur la petite hydroélectricité qui est le levier le plus pertinent aujourd'hui pour améliorer la puissance hydraulique dans le mix français. Alors l'hydroélectricité, c'est quoi? Globalement, l'hydroélectricité, elle repose sur l'exploitation de l'énergie cinétique et potentielle de l'eau en mouvement. Elle suit un processus en trois étapes, donc l'eau rentre dans l'installation hydraulique. Cette énergie mécanique naturelle de l'eau va entraîner une turbine qui la convertit en énergie mécanique de rotation. La turbine entraîne un alternateur ou un générateur qui transforme cette énergie mécanique en électricité. Et ensuite, l'électricité est passée dans un transformateur pour l'injecter sur le réseau. Alors, l'énergie mécanique de l'eau en elle-même, c'est une énergie qui dépend de l'énergie potentielle de l'eau et donc de la chute d'eau. Je vais laisser une seule formule mathématique aujourd'hui. Ça va être le calcul de la puissance en watts. Cette puissance, elle dépend du produit de la masse volumique de l'eau, donc qui est considéré constant à 1000 kg par mètre cube, de la constante gravitationnelle à 9,81 mètres par seconde moins 2. Et ensuite, on a trois variables. Donc tout d'abord le débit moyen du cours d'eau, qui dépend forcément du cours d'eau, en mètres cubes par seconde, la hauteur de chute en mètres, et ensuite le rendement de l'installation, qui elle dépend de la turbine qui est utilisée. Globalement, en fait, on peut approcher cette formule. Et donc, la formule approchée à retenir, c'est la puissance est égale à 8 fois le débit fois la hauteur. Après avoir vu ça, on va regarder les typologies d'installation. Donc, il y a deux typologies de centrales hydroélectriques, les centrales de basse chute et les centrales de haute chute. On met les moyennes chutes au même stade que les hautes chutes. Les centrales de basse chute, ça exploite un fort débit avec une hauteur de chute limitée. Donc l'eau, elle est conduite par des canaux d'amener jusqu'à la turbine, et ensuite, elle est transférée directement dans la centrale. On a un barrage de prise qui permet de créer ce débit, et ensuite, un débit est réservé, donc par exemple pour les passes à poissons et les passes à canoë ou les compléments de débit réservé. On va en parler juste après. Au niveau des centrales de haute chute, on va exploiter un faible débit, mais une forte dénivellation. Donc l'eau est transférée par un canal d'amener de la même façon que les centrales de basse chute. Elles sont mises dans une chambre de mise en charge et ensuite transférées par une conduite forcée directement vers la centrale. On utilise là, du coup, dans ces centrales, beaucoup de dénivelé pour créer notre puissance. Dans les centrales de basse chute, on va dériver plusieurs mètres cubes d'eau. Donc en fait, ces conduites forcées, elles ne sont pas vraiment adaptées aux basses chutes. Et on va vraiment travailler avec les canaux d'amener qui permettent de séparer la prise d'eau partant vers la centrale du reste du cours d'eau. Aujourd'hui, on a, après la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006, on a le code de l'environnement qui classe les cours d'eau dans deux listes distinctes. Donc tout d'abord, la liste 1, ça rassemble les cours d'eau sur lesquels la construction de tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique est interdite, tandis que la liste 2 rassemble les cours d'eau sur lesquels il est obligé d'assurer cette continuité écologique ou de la rétablir lorsqu'on crée ou on aménage des obstacles. En Nouvelle-Aquitaine,
On parle en longueur de cours d'eau, donc en kilomètres. On a vraiment beaucoup plus de cours d'eau qui sont en liste 1 et où la seule possibilité est de rénover des ouvrages déjà existants. Cette continuité écologique, elle correspond à assurer que l'obstacle créé par l'installation hydroélectrique ne transforme pas le cours d'eau et permet le bon passage des sédiments et des poissons. Donc on a des mesures qui sont donc imposées, à savoir le maintien d'un débit réservé, qui est équivalent à au moins 10% du débit moyen annuel du cours d'eau. Et ensuite, on installe des passes à poissons et des dispositifs pour les sédiments. Il faut savoir qu'en liste 1, le préexistant qui est déjà en ruine, les installations déjà en ruine, il est sûrement impossible de retravailler l'ouvrage, donc la réhabilitation de la ruine peut être considérée comme la création d'un nouvel ouvrage. Donc elle peut donc être interdite du par le fait que le cours d'eau est classé en liste 1. Parlons maintenant de continuité écologique, encore une fois, mais on va se pencher sur les passes à poissons. Les passes à poissons, c'est des aménagements qui prennent plusieurs formes pour permettre de traverser l'obstacle qui barre le cours d'eau. Certains poissons ont besoin de remonter les cours d'eau ou de les descendre pour se reproduire dans leur cycle naturel. On parle alors de montaison ou de dévalaison. En fait, ça permet de diviser la hauteur de chute et de créer du coup des plus petits obstacles pour assurer que tous les poissons puissent passer. Par exemple, on a une hauteur de chute de 2 mètres ici, et en fait, on va séparer cette hauteur de chute en petites montées de 20 centimètres pour que le poisson, même malgré sa capacité sportive, puisse remonter le cours d'eau sans problème. Les types d'installations, eux, dépendent en fait des poissons, et donc il est important de travailler ça dans l'étude écologique du cours d'eau. On peut voir, par exemple, la photo de droite où, en bas à droite, où on a des passes à civelle, à anguilles qui sont construits comme ça. En continuité de la montaison, on va parler de dévalaison rapidement. En fait, au niveau de la prise d'eau, on va avoir, les poissons qui peuvent, justement se retrouver, dans l'arrivée, vers la turbine, et pour éviter que ces poissons, ne soient envoyés dans la turbine, on utilise des grilles qui sont ichtiocompatibles. Ça, c'est installé avant la prise d'eau. On a, en fait un grillage qui n'est pas plus gros que 2 centimètres pour éviter le passage des poissons. Alors on utilise 2 centimètres pour éviter le passage des civelles, c'est les bébés anguilles qui sont des espèces protégées. Et en fait, les poissons vont être envoyés vers un exutoire pour, être, entraînés vers un canal de dévalaison et pouvoir, sortir, tranquillement de la centrale et ensuite descendre le cours d'eau. On a aussi l'utilisation de dégrilleurs qui permettent de retirer les feuilles et les branches au niveau de cette prise d'eau et donc de limiter les problématiques vis-à-vis de l'entrée d'eau dans la centrale. Encore, on a des technologies qui peuvent être utilisées comme la turbine VLH qui sont ichthyophiles, c'est-à-dire elles permettent en fait aux poissons de passer directement dans les pales de la turbine, vu leur vitesse de rotation très lente. Et en plus de ça, une limitation au niveau des vibrations qui pourraient, engranger des perturbations au niveau des poissons. Il faut savoir que toutes les installations, elles sont différentes et du coup, l'aménagement d'une centrale hydroélectrique se fait constamment au cas par cas. On a aussi, 4 régimes juridiques pour les ouvrages hydrauliques. Alors tout d'abord, on a 2 régimes juridiques qui datent d'avant 1919. Le droit fondé en titre, c'est un droit qui est perpétuel et inaliénable d'usage de l'eau sur le cours d'eau. Ce droit, il est caractérisé par son existence légale et sa consistance légale. Donc c'est tous les moulins qui datent d'avant la Révolution française de 1789 possèdent ce droit fondé en titre s'ils sont prouvés aux autorités. Cette existence légale, elle est attestée par l'acte authentique de preuve de l'existence autorisée du moulin avant 1789. Donc on peut le prouver grâce à la localisation sur les cartes de Cassigny ou de Bellem par exemple, mais aussi les actes notariés, les documents des archives départementales ou encore les registres historiques d'enregistrement des usages. On a aussi la partie consistance légale qui est définie par le débit d'eau dérivé et la hauteur de chute que le moulin était autorisé à utiliser à l'origine de ses droits. Il faut savoir qu'en cas de doute sur la consistance légale d'un droit fondé en titre, l'autorité administrative, elle doit apporter une preuve de non-conformité de la consistance légale qui doit être déclarée par le propriétaire du moulin, qui est déclarée par le propriétaire du moulin. À défaut, celle-ci est présumée conforme à la consistance effective constatée.
On a ensuite le droit fonderie sur titre, qui date de après la Révolution française de 1789. Ce droit-là, il est délivré par l'administration et permet la réalisation et l'exploitation d'un ouvrage hydraulique. Ces deux droits, ils permettent une exploitation sans durée maximale, tant que la continuité écologique est assurée et que la puissance de l'installation est inférieure à 150 kW. Ensuite, dès 1919, on va avoir deux nouveaux régimes juridiques qui vont apparaître. Tout d'abord, le régime de l'autorisation, qui est destiné aux petits exploitants, donc les particuliers, les PME ou les collectivités. Ce régime nécessite une autorisation environnementale qui est délivrée par le préfet. Et en fait, l'exploitation est soumise à des conditions prenant en compte les enjeux écologiques du site. Donc tout producteur peut demander à exploiter une chute d'eau, soit si la puissance est inférieure ou égale à 4,5 MW, et ou si la production d'électricité est un usage accessoire de la chute. Globalement, la rénovation des moulins existants se trouve généralement dans le régime d'autorisation. Le dernier régime juridique qui est possible, c'est le régime de la concession. Donc là, en fait les ouvrages hydroélectriques sont propriété de l'État. Ils sont construits et exploités par un concessionnaire. Et les concessions sont accordées de deux façons. Donc, tout d'abord, il faut que soit le préfet autorise cette concession pour les installations entre 4,5 MW et 100 MW. Et ensuite, c'est le ministre de l'Énergie qui l'accepte au-delà de 100 MW. À la fin du contrat de concession, les installations, elles reviennent à l'État. Donc le concessionnaire, lui, il va financer, il construit et il exploite les entretiens et entretient les installations. Il est rémunéré par l'exploitation de l'énergie produite pendant toute la durée de la concession. En contrepartie, il va verser une redevance à l'État et aux collectivités. La France, aujourd'hui, elle compte plus de 340 concessions hydroélectriques qui représentent plus de 90% de la puissance hydroélectrique installée. Aujourd'hui, les régimes de concession et d'autorisation sont attribués au maximum de 75 ans. On est plus aujourd'hui sur des temps de 30 ans environ. Et la petite hydroélectricité, vu qu'elle est par définition en dessous de 10 MW, elle peut se retrouver dans les 4 régimes juridiques. Parlons maintenant de production et valorisation de l'énergie. Aujourd'hui, on a 5 modes de valorisation qui sont possibles et qui sont assez similaires aux installations photovoltaïques, par exemple. On a tout d'abord les tarifs d'obligation d'achat, où en fait EDF Obligation d'achat s'engage à acheter l'énergie qui est produite pendant 20 ans à un tarif qui est fixé. Donc on a aujourd'hui les contrats H07 puis H16 qui sont proposés pour les installations de 200 kW ou moins, pour seulement les installations qui sont nouvelles, c'est-à-dire que tous les équipements n'ont jamais turbiné de l'eau avant la mise en réseau de la centrale. On a aussi les compléments de rémunération qui, qui permettent en fait de vendre sur le marché l'énergie produite par le producteur. Et EDF ensuite compense l'écart entre le prix fixé par arrêté et le prix du marché. Ces compléments de rémunération, ils sont possibles pour les installations qui sont nouvelles ou rénovées de moins de 1 MW. On a encore deux modes de valorisation qui sont les PPA, le Power Purchase Agreement, qui est un contrat d'achat long terme de la production à une entreprise ou un fournisseur d'électricité. Encore, on peut aussi vendre cette électricité produite sur les ventes de marché, comme les types spot, où on vend la fourniture le jour même ou pour le lendemain. Ça a une très grosse variabilité des prix, mais l'hydroélectricité est assez avantagée dans ces modes de valorisation, car la production est d'une part régulière pendant les saisons et elle peut aussi produire pendant la nuit. Donc elle est assez prévisible. Et enfin, le dernier mode de valorisation qu'on peut voir aujourd'hui, c'est l'autoconsommation individuelle et l'autoconsommation collective. Donc dépendant des consommations du point de livraison ou de la boucle collective, on peut valoriser cette électricité de cette manière. Quand on parle de tarifs d'obligation d'achat et de compléments de rémunération, on a une séparation des tarifs entre les typologies d'installation, donc entre les typologies haute chute et basse chute. Il est intéressant quand même de noter que les tarifs sont encore très intéressants relativement aux tarifs qui sont proposés pour la filière photovoltaïque. Aujourd'hui, on parle de 60 € du mégawattheure pour une installation de moins de 100 kW crête en photovoltaïque. Et donc, on a quand même des tarifs qui sont assez intéressants. Il faut savoir quand même qu'il y a un plafond annuel de volume vendu à ces tarifs-là. On les calcule avec 100 000 heures fois la puissance installée. Et ensuite, on passe à 40 € du mégawattheure.
Côté durée de mise en place d'un projet de petite hydroélectricité, à partir de l'identification du site, pour environ 1 à 2 ans pour réaliser les études d'impact, les études techniques complémentaires ainsi que les études d'avant-projet pour déposer le dossier. Il faut minimum 1 an pour couvrir l'ensemble des saisons lors de l'étude d'impact écologique. Le temps d'instruction du projet, ça prend généralement entre 1 et 2 ans afin de réaliser les enquêtes administratives et les enquêtes publiques nécessaires pour l'autorisation du projet et les départs en travaux. L'enquête administrative, elle a pour but d'établir un dossier qui est régulier. Ça prend l'ensemble des informations et des explications suffisantes et les mesures correctrices et compensatoires qui sont proposées pour que l'administration puisse faire sa décision et que le public puisse aussi comprendre le dossier et ses enjeux. À titre de comparaison par rapport au solaire photovoltaïque, si on prend la même puissance d'installation, on va avoir une énergie qui est produite par an qui est relativement plus importante que l'hydroélectrique, que le solaire PV, excusez-moi. Mine de rien, le coût d'investissement est d'autant plus conséquent. On parle de 2 000 à 6 000 euros du kilowatt pour une installation hydroélectrique, tandis que pour le solaire photovoltaïque, on est plus vers 1 000 euros du kilowatt crête. Les heures de fonctionnement, on est relativement beaucoup plus important au niveau des installations hydroélectriques et la durée de vie de l'installation est nettement plus importante avant les premières rénovations par rapport au solaire photovoltaïque. Donc on doit avoir un investissement qui est bien plus conséquent. Par contre, on trouve une rentabilité dans la durée de vie de l'installation. En conclusion, la petite hydroélectricité, c'est une filière qui est à portée des collectivités. C'est une filière qui repose sur un équilibre entre la préservation des milieux aquatiques, l'acceptabilité locale, la faisabilité économique forcément, et un potentiel énergétique qui doit être présent. Mais c'est aussi la réhabilitation des sites patrimoniaux historiques, la possibilité de produire une énergie qui est renouvelable de manière continue et valoriser cette énergie de façon durable et potentiellement locale. Je rappelle ce mot d'ordre que chaque projet est unique et il doit être étudié au cas par cas, donc n'hésitez pas à contacter vos conseillers générateurs pour un accompagnement adapté à votre sujet. Je vais donc laisser la parole à Monsieur Jean-Luc Roubier pour la présentation de la microcentrale hydraulique à Velot, appelée la Marie-Thérèse. Est-ce que tu as le micro de lancer? Je vais te laisser le contrôle. Voilà. Bonjour à tous. La caméra est active, le microphone. Ouais, on est bon. Voilà, bonjour. Donc, ce projet, en fait, c'est sur un fleuve méditerranéen. C'est l'Arc. Donc, l'Arc, il prend sa source dans le Var, tout ça. Ensuite, il traverse toutes les Bouches-du-Rhône, il passe par Aix-en-Provence, il se jette dans l'étang de Berre. Et nous, on est presque à l'arrivée sur l'étang de Berre. Hein. Donc, un fleuve méditerranéen, c'est un fleuve à source non pérenne, c'est-à-dire avec des débits très variables entre été et hiver et tout ça, et on en parlera plus tard. Donc, voilà. Alors, quand on parle effectivement de droit d'eau fondé en titre, donc notre histoire, elle commence en 1514. Donc, à Velot, à cette époque-là, il n'y a plus d'habitants. Et donc, le seigneur, il veut redémarrer l'agriculture, il fait venir des paysans et ils construisent le seuil et puis ils aménagent le premier moulin. Donc, c'est un moulin agricole, hein, c'est olives, vin, farine, agricole, quoi. Et sa vie continue, donc il y a différents usages au cours du temps. Et en 62, c'est transformé en un moulin hydroélectrique avec une turbine Kaplan. Donc là, en fait, vous avez la photo de la publicité de la turbine qui a été installée en 1962 par la société Camille Dumont et compagnie. Donc voilà, on voit bien la turbine en bas à droite. En 2012, qu'est-ce qui se passe? Il y a une pale de la turbine qui casse. Vous voyez, c'est 50 ans. Hein. Là, on parle de. Tout à l'heure, tu disais 45, là, on est sur 50, on est bien sur les étages-là. Et à cet instant-là, l'ensemble de la centrale est bien out. Donc l'histoire aurait pu s'arrêter là parce que le propriétaire, Jean-Marie Salignon, a 70 ans. Repartir pour 50 ans, c'est pas très raisonnable. Et c'est là que, slide suivante, c'est là qu'en fait intervient Enercop. Enercop est fondé en PACA vers 2012-2013. Et Enercop veut distribuer de l'électricité d'origine renouvelable et aussi locale. Il recherche des opportunités et il voit qu'il y a le moulin à Jean-Marie. Il contacte Jean-Marie et lui dit: est-ce que tu veux bien nous
nous vendre ton électricité. Jean-Marie leur dit, bah, ça aurait été avec plaisir, mais moi, bah, je viens de casser ma centrale. Donc, il se passe à ce moment-là une petite année, ils réfléchissent, ils constituent une ERCOP PACA, et ils reviennent voir Jean-Marie, ils lui disent, et si on la reconstruisait ensemble avec une société citoyenne? Bon, il y a une petite discussion sur définir les principes, comment la société va cohabiter par rapport à Jean-Marie qui vit sur le site, donc il ne faut pas définir qu'on lui n'est pas là tout le temps, tout ça, ce qui est logique. Donc, il y a un accord de conclu et le projet pour démarrer. Et là, vous avez la photo de la première réunion qui a eu lieu en octobre 2015. Donc, Enercop avait fait faire quelques études, le projet avait mûri et on fait la première réunion. Vous pouvez le constater, on est une douzaine, hein, pas plus. La slide suivante. Voilà. Donc, pour préciser le système, donc nous, vous voyez l'arc qui serpente, là en bleu. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Ensuite, il y a en bas, là, on voit le seuil qui est indiqué, le seuil. Voilà. Alors, voilà le seuil, vous avez la photo au-dessus du seuil de l'arc tel qu'il est aujourd'hui. C'est le même seuil depuis 1500 et quelques. Peut-être qu'il a été refait un peu, et ça, on n'a pas vraiment d'infos là-dessus. Et c'est là qu'on a donc une prise de dérivation, avec un canal de dérivation. Donc ça, c'est la photo en haut à droite. Vous voyez donc le canal le déversoir qui va séparer l'eau qui va vers le canal de dérivation et l'eau qui passe par-dessus le barrage. OK? Donc ça, c'est le déversoir. On va vers et cette eau qui est dans le canal de dérivation va vers la prise d'eau. Ensuite, on voit qu'il y a le canal d'amener. Et là-bas et à droite, vous avez une photo du canal d'amener prise un peu devant la centrale. On voit donc le canal qui est là. C'est un canal en terre à ce moment-là. Et tout ça. Et donc, on a la centrale, là où il y a la Thérèse, c'est notre centrale. Alors, nous, on l'appelle la Marie-Thérèse, hein, notre centrale. Et derrière, donc, l'eau traverse la turbine, elle passe dans un canal de rejet et elle retombe dans l'arc au bout. Il y a 7 mètres de chute entre le seuil et la sortie au moment du canal de rejet. Et nous, on va exploiter 5 mètres en ayant ce canal d'amener qui va amener le plus loin possible l'eau pour maximiser la hauteur de chute. Voilà. La suivante, parfait. Alors, les études et démarches qui ont été faites avant la création du groupe citoyen en 2015, donc il y a eu des études d'opportunité et de faisabilité. Donc, la faisabilité, c'est plus détaillé que l'opportunité. L'opportunité, c'était un premier balayage assez rapide. Alors, effectivement, on a parlé du droit d'eau. Donc, nous, on est en fondé en titre. C'est un droit perpétuel, car antérieur à la nuit du 4 août 1789, l'abolition des privilèges. Là, c'est les cours d'histoire qui remontent à la surface. Hein. Et ce droit d'eau, il a été concrétisé dans un arrêté préfectoral qui a inclus les spécifications écologiques. Donc, le débit réservé dans le cours d'eau, 420 litres par seconde, le fait d'être ischio-compatible. Donc, il y avait la solution avec effectivement une grille, comme montré, c'est ce qu'on a fait, mais il y a aussi des solutions avec des vis sans fin, par exemple, qui sont directement ischio-compatibles. Des notions de canal de montaison. Sur l'arc, c'est les anguilles qui sont privilégiées, et dévalaison pour l'ensemble des espèces, qu'elles puissent contourner la centrale et pas traverser l'intérieur de la turbine et être hachées menues. En même temps, il y a eu des démarches envers Enedis et l'obligation d'achat pour sécuriser le tarif H07. Alors, c'est un tarif qui permet des subventions d'investissement sur la partie génération électrique, mais qui est moins cher que le tarif H16. Je pense que tu as montré le H16 tout à l'heure. Nous, on touche moins. Et là, par contre, il permet, indépendamment de ça, vous pouvez toujours avoir des subventions sur l'aménagement hydraulique, la prise d'eau, les canaux, le dégrilleur. Ça peut être subventionné. Et en particulier, nous, il y a l'agence de l'eau qui nous a subventionné sur ces items-là. Et nous, on a signé donc un bail à construction, on est dans le privé. Donc, bail à construction, c'est parfait. Et on l'a signé pour 50 ans. Donc, pareil, au bout de 50 ans, l'installation reviendra donc au propriétaire, la famille Salignon. Mais honnêtement, je peux vous dire que dans 50 ans, il faudra tout refaire. Photo suivante.
Voilà, voilà l'état de la centrale quand on a commencé le projet. Donc, en haut à gauche, vous voyez le dégrilleur. C'est Jean-Marie qui, avec le chapeau, qui présente l'installation aux visiteurs. À droite, vous avez le vieux tableau électrique de 1962. En bas à gauche, c'est la vanne de garde, la vanne de prise d'eau. Donc, quand on ferme cette vanne-là, on isole la centrale. Il n'y a plus d'eau qui passe à travers la centrale. Et puis, vous voyez en bas à droite, c'est l'alternateur derrière Antoine. Voilà. Alors, comment dire, ces photos ont été prises lors de la première journée porte ouverte. Et c'est un lieu qui est, comment dire, historique, pleine nature, Natura 2000, et c'est un lieu assez enchanteur. Hein. Donc là, on a fait beaucoup de portes ouvertes, beaucoup de visites. On continue à en faire aujourd'hui. Et ça, c'est quelque part, on peut dire que le lieu en lui-même, il s'est vendu tout seul. Et ça, c'est assez courant, je pense, pour des installations hydrauliques, de pouvoir avoir des aménagements de, comment dire, de visites, de loisirs, éducatifs autour. Ça, c'est assez fréquent et c'est super sympa. Et il y a des grosses possibilités. Mais comme vous pouvez le voir, tout ça, c'est bien vieux. Et donc, effectivement, au bout de 50 ans, il faut complètement rénover. Voilà. Voilà. Alors, comment on s'est organisé pour faire le projet? Alors, nous, on a donc notre organisation, c'est ce qu'on appelle un groupe moteur et 4 groupes de travail. Donc, les gens se sont mis dans les groupes de travail. Alors, les 4 groupes, c'est technique, finance, juridique, communication. Hein. Alors là, on équilibre à peu près tout. Voilà. Alors, technique, tout le monde veut y aller. Finance, juridique, il n'y a plus beaucoup de mains qui se lèvent. Par contre, com, il y a encore moins. Voilà. Et pourtant, c'est essentiel. Hein. Alors, le groupe moteur, en fait, ce sont les volontaires qui se réunissent ensemble, les 4 groupes, et qui font cette réunion, qui font cette activité. Alors, pour gérer le projet, on a fait une réunion mensuelle du groupe moteur. Et alors, c'est toujours pareil. Hein. Donc, toujours la même date, toujours la même heure, toujours le même lieu. Comme ça, il n'y a pas besoin de réserver l'agenda, de dire à quelle date, tout ça. Ça tourne. Hein. Et donc, les gens sont venus. Donc, vous voyez une des réunions du groupe moteur, là. Donc, c'était au 4 Tours à Velot. Donc, c'est le 4 Tours, c'est la maison des assos. Après, la commune nous a prêté la maison des assos. Et donc, on faisait nos réunions là. Moi, je suis dans le fond à gauche, c'est moi qui suis reculé, en train de dormir presque. Et chacun, comment dire, participe suivant ses envies. Hein. Dans un groupe, dans un collectif citoyen, ce sont les gens qui décident comment ils vont participer et tout. Hein. Voilà. Donc, la suivante. Voilà, 2016, 2019, 2017. Donc là, on a recommencé les études. Donc, étudier les différentes solutions, rencontrer des fournisseurs. On a établi un cahier des charges et on a fait un appel d'offres marché unique sur l'ensemble. Ça, c'était peut-être une petite erreur. Je pense qu'il aurait fallu faire 2 lots. Un lot pour l'électrique, la génération d'électricité, la centrale, et un lot sur l'ensemble des aménagements hydrauliques. Ça, je pense que ça aurait été mieux parce que au moment des réponses d'appel d'offres, les fournisseurs, il y a des fois, ils sont très bons dans un domaine, mauvais dans l'autre, tout. Donc, vaut mieux séparer. On a en plus de ça un fournisseur génie civil qui était transverse en fait sur l'ensemble, hein, parce qu'il a intervenu à la fois un peu sur la salle les locaux techniques de la centrale et sur les canaux, tout ça. Lui, il était en sous-traitance et c'est une entreprise locale. Là, on a pris une entreprise locale. Sur l'électrique et l'aménagement hydraulique, vous n'avez pas de local, à moins d'être chanceux. Il n'y avait pas. Voilà, mais localement, c'est non. Donc, on a sélectionné les fournisseurs. Et en parallèle, il y a une chose très importante dans un projet citoyen, c'est que l'argent, on ne l'a pas. Hein. Donc, il faut trouver l'argent, il faut trouver les finances. Hein. On n'est pas adossé à un grand groupe qui donne l'argent. Donc, le financement du projet avec un apport citoyen, des subventions, la banque qui nous a fait un prêt pour compléter. Et en 2017, à l'AG de juin 2017, on peut le dire, on était prêts. Hein. Grosso modo, on avait nos idées, on savait ce qu'on voulait faire, on connaissait bien les coûts. Et donc, pour avoir une décision possible,
on a donc fait voter une motion en Assemblée générale où on disait, vous nous permettez d'investir, voilà ce qu'on veut faire, vous nous donnez le feu vert si on trouve 300 000 euros en subvention plus capital. Ce qui fait donc que ça limite, avec l'idée, on limite l'emprunt, nos capacités d'emprunt. Donc, c'est ce qu'a fait l'Assemblée générale, elle a voté la subvention, elle a voté cette motion. Voilà. Donc là, voilà. Alors, un des gros problèmes qu'on a eu, nous, comme on n'est pas sur la Garonne, hein, clair. Nous, c'est un petit fleuve méditerranéen, c'est de définir, spécifier la turbine. Donc, quel est le débit maximum qui va traverser la turbine? Plus on le met élevé, plus le débit minimal pour commencer à la faire marcher sera élevé. Donc, il fallait trouver un compromis. Voilà, alors ce que vous avez ici, c'est un graphe de distribution des débits. Alors ça représente, on peut dire, c'est à peu près en pourcent annuel, les débits. Alors, en bas, sur l'axe, vous avez le débit. Alors, la première petite barre bleue, c'est de 300, 500, 500, 700, il y a 700, 835. Et après, vous continuez comme ça et vous avez tous vos débits. Alors, on a un débit réservé de 420 litres par seconde dans la rivière. Notre hauteur de chute, 5 mètres. Et notre objectif a été de viser à turbiner les débits bas. Donc, il fallait se limiter sur le débit max. Et on a fait un choix de turbiner 2500 litres par seconde avec un débit minimum de 500 litres. Alors, pratiquement aujourd'hui, on est quand même tourné avec 300 litres dans la turbine. Donc ça a été très bien fait. Voilà, c'est ce qu'on a très bien fait. Donc ça, c'était vraiment un gros travail et on a résolu ça en faisant des simulations. Donc on a simulé, on avait dans notre base de données les débits quotidiens depuis 95 ou 97 jusqu'à 2016-2017. Et donc on a simulé si on a ces débits-là avec les coefficients de rendement, le fameux 8 à Elliott, ça nous fait tant de production, on l'a sur tous les jours, on réconcilie, on a les moyennes et on peut déterminer les choix entre différentes choses. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. La suivante. Voilà. Donc, juin 2017, on a la décision, on récupère l'argent, on a le financement, et donc on a pu commencer les travaux début 2018. Hein. Alors, on a commencé les travaux en isolant d'abord la prise d'eau avec des pales planches, vous le voyez en haut à gauche. Comme ça, on a asséché tous nos canaux et tout. Et donc, le canal de la dérivation, là, quasiment asséché. Derrière, on a curé les canaux. Il a fallu curer les canaux. Et vous voyez en bas à droite, la chambre d'eau. Donc, là, en fait, pour vous imaginer, l'eau, elle est au-dessus. Là, c'est le fond de la chambre d'eau qu'on voit. Donc, l'eau, elle est au-dessus. Et quand ça tourne, en fait, elle rentre dans le distributeur blanc à droite. Elle passe le distributeur, elle fait tourner la turbine et elle ressort dans le coude qui est là. Bon, évidemment, il y a un élément qui va permettre la liaison entre le distributeur et le coude qui n'est pas monté sur la photo. Voilà. Donc là, voilà. Donc ça, c'est la situation, le début des travaux. Voilà. Et donc, on peut tout démonter. Donc ça, c'est effectivement, ça, c'est des travaux faits par une entreprise privée qui effectivement a démonté. Là, on le voit en train de démonter le distributeur. Là, c'est l'alternateur qui est démonté. Et puis, on retire avec les outils, les engins, le tableau électrique et le vieil alternateur pour faire de la place. Donc ça, c'était à peu près au printemps 2018. Voilà. Et ensuite, on a pu reconstruire. Hein. Donc, vous voyez sur la photo de droite, donc la puissance de la turbine, 140 kW, 5 mètres de chute d'eau. Et à droite, vous voyez le distributeur, mais du côté interne, hein, avec ses équipements pour ouvrir ou plus ou moins le distributeur. Là. On le voit bien. Et puis l'alternateur qui est en cours de positionnement. On le voit en haut à gauche au moment où il est descendu dans notre local. Voilà. Ça, c'est les travaux qui ont été faits.
Et à l'arrivée, on est tout fiers. Notre alternateur, il est en bas et les collègues, ils sont là, ils sont fiers de tout ce travail. Donc, pour mémoire, en haut à droite, ce qu'il y avait avant, donc la vieille turbine, le vieux distributeur. Donc, vous avez vu, vous voyez le changement. Et la turbine a été située à l'étage au-dessus pour ne pas être inondée, hein, avec une courroie de distribution pour entraîner tout ça. Donc, nous, on a pris le choix de la mettre de mettre l'alternateur dans le fond de notre centrale. Alors, le problème, c'était est-ce que ça peut être inondé, un risque d'inondation. Alors, on avait un gros retour sur le fait que ça n'avait jamais été inondé, ce local n'a jamais été inondé. Et en même temps, le syndicat d'aménagement du bassin de l'Arc a conduit dans ces années-là une réévaluation des risques d'inondation. Donc, ils ont fait ça en prenant comment ça s'appelle, les débits, les chutes, les pluies qui sont tombées en 2009 sur le Var et qui ont entraîné les énormes inondations sur Fréjus, Saint-Raphaël. Et le raisonnement était, ces pluies qui sont tombées sur le Haut-Var à cet instant-là, à 80 km près, ça pouvait être pour nous et on pouvait se les prendre. Donc en mettant ça et en modélisant, et ils ont conclu qu'effectivement, il n'y avait pas de... C'était pareil. Donc ça nous confirmait bien qu'on pouvait mettre notre installation dans le fond. On tourne. Voilà. Alors, on a vu la nouvelle turbine, la nouvelle armoire électrique en bas à droite, la vieille en haut, la nouvelle en bas à droite. Voilà. Et des automaticiens en plein travail, et il faisait froid au moment où ils ont bossé là. Ils sont avec leur ordinateur. Donc, on voit bien des équipements complètement modernes et dans notre nouveau locaux. Alors, les locaux, on les avait retapés. Voilà. Donc, ça, c'est la nouvelle. Et là, il y a un petit écran sur l'armoire. On en reparlera tout à l'heure avec des affichages. La suivante. Les aménagements au niveau des canaux et tout. Donc, on a mis un dégrilleur qui ressemble pas mal à celui que vous avez vu sur la présentation d'Eliott. Donc, nous, on a aussi notre bras articulé. À droite, vous avez le passage de la passe à poissons. Donc, c'est là que les poissons vont chercher, ils vont trouver, ils vont sentir le courant, ils vont passer. Ces poissons qui passent par là vont descendre la dévalaison, et vous la voyez en plein travaux, là, ça descend, et ils rejoignent l'arc un peu plus bas. Alors, au moment où ils rejoignent l'arc, donc ça fait comme si une sorte de plongeoir avec piscine. Et donc, l'OFB nous a demandé de prouver que les poissons qui empruntaient la dévalaison n'étaient pas blessés en chutant à ce niveau-là. Donc, il a fallu aménager un tout petit peu. Et le test, c'est le test des pommes. On met des pommes là-haut, en haut, elles courent dans la dévalaison, elles tombent dans l'arc et ça doit être intact. Donc, il fallait qu'il y ait 5 pommes qui soient intactes. Bon, après, on avait le droit de les déguster, hein, quand même. Là, donc, en montaison, donc là, c'est un petit peu différent. Il y a la montaison à droite. Alors, la montaison, c'est pour les anguilles. Exclusivement, les anguilles, ils rampent, hein, ils sont capables de ramper même hors de l'eau. Donc un tout petit débit là d'eau qu'on voit à gauche, et puis ce tapis avec ces picots là comme ça, ils peuvent ramper là. Alors le programme de montaison, c'est un programme qui couvre l'arc depuis l'étang de Berge jusqu'à Aix-en-Provence pour faire remonter les anguilles jusqu'à Aix-en-Provence. Alors au-delà d'Aix, c'est pas aménagé parce qu'il y a l'écrevisse à pattes blanches qui est aussi protégé et qui est un mets très intéressant pour les anguilles. Donc si on fait remonter les anguilles au-dessus, on tue l'écrevisse à pattes blanches. Voilà. Et alors comme c'est un aménagement global sur l'ensemble de la Val de l'Arc, c'est le syndicat syndicat de rivière qui a pris en charge cet aménagement. Donc nous, on a une convention avec eux, on entretient, on nettoie un petit peu de temps en temps, pas trop, parce que de toute façon, l'herbe, les algues, tout ça, c'est pas mal. On a une convention. Voilà la montaison. On continue la suite. Alors, ça, c'est la photo. Quand on a réussi à démarrer le 13 mars 2019, on a produit les premiers kilowattheures injectés. On s'est aussitôt réunis tous ensemble, on a exulté. Et c'est une petite photomontage parce que ce que vous voyez,
c'est l'image de ce qu'il y avait sur l'écran en salle de contrôle, les premiers kilowatts produits. Voilà. Donc ça, c'est toujours le bonheur d'avoir réussi. La suivante. Alors, ce qui est important, nous, on a réussi, c'est parce que c'est vraiment, on a réussi à mobiliser massivement. Hein. Donc, on était une douzaine en 2015, on est 222 associés en juin 2018, 400 participants à l'inauguration, les gens se sont garés à plus de 2 km. Vous voyez, ça, c'est les photos de l'inauguration. Ça a été la très grosse fête. Un élément important au moment de tout ça, on avait aussi 1400 abonnés à notre lettre d'information. Donc, on envoyait des informations très régulièrement à ces 1400 personnes, dont les associés, et ça a contribué à faire connaître, populariser. Donc, ça, c'est un vecteur intéressant. Dans la bataille, on a collecté les adresses courriels. Voilà, c'était quelque chose de très important. Donc ça, c'est ce qui nous a apporté, c'est grâce à ça qu'on a réussi. Donc là, c'est les travaux. Ben, on a fait une partie des travaux nous-mêmes, pas mal. On a retapé complètement notre local. Hein. Ça, c'est ce que vous voyez en haut à gauche, puis même les autres photos. Les 5 autres photos, sauf l'entrée, là. C'est la salle où il y avait l'armoire électrique. Donc, on l'a complètement retapé, reponcé le parquet, repeint, tout. On a fait quelque chose de vraiment nickel. En bas à gauche, c'est l'entrée sous le dégrilleur. Donc, il fallait nettoyer et rendre tout ça nickel. Donc, ce sont des copains qui s'en sont occupés. Et puis, à la deuxième, là au milieu, en haut, on est en train de nettoyer les murs du local où il y a la turbine, au-dessus du distributeur. Donc, ça, c'est des boulots qu'on a fait nous-mêmes. Et on est plutôt fiers de nous quand même. Alors, dans un projet comme ça, on parle beaucoup. Hein. Ça, c'est clair. C'est clair. Là, c'est les photos encore de l'inauguration, donc les visites de groupe avec André en haut à droite, moi, Denis, et puis tout ça. C'est très important, la communication, c'est très important. Voilà. Page suivante. Voilà. Alors, on a réussi ça, en fait, en mobilisant les gens. Alors, au début, on ne savait pas comment on allait faire pour mobiliser les gens. On ne savait pas, alors on a commencé. Et en fait, on a été massivement présents sur beaucoup d'événements. Par exemple, on a été au Forum des Assos au cours Mirabeau à Aix-en-Provence. Il y a des copains qui avaient squatté un bout de stand à la Foire de Marseille. Alors, à droite, en bas, c'est notre Assemblée Générale. Alors, ce qui a surtout marché vraiment très fort, c'est les journées portes ouvertes. Alors, on faisait les journées portes ouvertes, on faisait visiter les gens, on pouvait discuter. Et comme on est dans un lieu assez enchanteur avec les platanes et tout, on avait un truc. Hein. Alors ça, je vous dévoile un secret. On offrait l'apéro à midi. Et ensuite, les gens pouvaient pique-niquer sur place. Et au début, donc, c'était ils amenaient leur pique-nique. Mais après, on s'est organisé, on a fait venir des food trucks. Comme ça, ils pouvaient venir, il y avait le food truck. Nous, on les a laissés faire leur business. Et ça s'est organisé naturellement. On n'avait pas ce problème-là. Et donc, ça, c'était vraiment important, ces journées portes ouvertes et ces apéros. Il y a du monde qui est venu. Et là, en fait, sur celui-là, c'est moi qui suis en train de parler et c'est le député qui est présent, parce qu'on a invité effectivement plein de personnalités, tout ça, qui sont tous venus. C'était parfait. Donc ça, c'était une des journées portes ouvertes. La suite, alors, sur le financement, donc, là, à gauche, c'est ce qu'on a présenté début 2017. C'était ça, ces deux graphes-là, ces deux camemberts qui étaient dans nos documents. Donc, qu'est-ce qu'on a dit aux gens? On a dit, bon, ben voilà, les travaux vont nous coûter 500 000 euros. Il y a des études qui coûtent tant. On a prévu des imprévus de projet à niveau de 50 000 euros et un fonds de roulement 40 000 euros. Alors, le fonds de roulement est très important parce que quand il y a la sécheresse, c'est pas une année il pleut, une année c'est sec. Il pleut et puis ça peut être sec 3, 4, 5 ans consécutivement. Donc, on peut avoir des recettes inférieures à la moyenne pendant toute cette période. Et si nos recettes, à ce moment-là, on est en risque faut avoir de l'argent pour passer la période. Donc, on avait prévu le fonds de roulement.
Et quand on a présenté ça début 2017, donc on savait qu'on allait prendre un emprunt. Les subventions, à ce moment-là, on n'était pas encore hyper sûr, tout n'avait pas été voté, donc on les estimait à 180 000 euros. On avait déjà un capital social et on estimait qu'il nous manquait 150 000 euros. Donc on a dit, le jeu était clair, il nous faut 150 000 euros pour réussir l'opération. Alors le résultat, donc les citoyens, ils ont mis 180 000 euros sur la table. La région Sud-PACA nous a subventionné à hauteur de 150 000 euros. L'agence de l'eau, 90 000 euros pour la prise d'eau et des grilleurs d'évalaison. Ça, c'est quand même la grosse part. Donc, vous voyez, entre ces trois-là, on a les 300 000, hein, clairement. Alors, là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas que ces gros de sub. On a été chercher en 2016 une subvention à la Fondation Rexel pour subventionner notre com, donc développer nos outils et tout. On a eu 10 000 euros. Et ça, il y a quand même pas mal d'endroits où on peut avoir des petites sommes comme ça pour l'entreprise privée. Et ça permet quand même, au tout début du projet, d'avoir de l'argent, parce que comment on fait le site web, comment on fait les logos, les chartes graphiques comme celle que vous avez là, notre logo en haut à gauche, c'est le Mont Sainte-Propice qui est juste au ras de la centrale, et puis la roue à aube avec les mains. Voilà, symbole de citoyenneté. Et il faut noter aussi que le syndicat intercommunal de gestion du bassin de l'Arc a construit la montaison dans le cadre d'aménagement, ça je vous en ai déjà parlé. Donc ça, c'est quand même ce qu'on a réussi à faire. Et puis on a complété avec un emprunt auprès d'une banque. Bon, à l'époque, c'était des bons taux. Hein. Voilà. Le suivant. Ça représente un peu dans le temps comment on a fait pour réussir la montée en puissance de la collecte de capital. Hein. Et on voit bien au début, à un premier AG, on avait 12 500 euros, c'était les fonds pour constituer la société. Après, on fait les premières portes ouvertes à la fin 2016, ça monte un petit peu. Et dans cette phase-là, on peut dire que les gens viennent, sont intéressés et ils prennent une part, 100 euros. C'est un peu comme au poker, je prends une part pour voir. Vous faites des choses sympas, allez, je vous aide, 100 euros. Et ensuite, on se trouve en 2017, donc vous voyez au début 2017, et on lance notre deuxième campagne avec ces fameux camemberts. Donc là, on avait fait un petit flyer 4 pages pour expliquer notre projet, expliquer nos besoins de financement, et puis appeler à financer. Donc, ça commence, les gens commencent à collecter. On fait notre assemblée générale, et là, c'est ce grand mur. Donc, je vais dire à l'assemblée générale, je dis, c'est moi qui présentais, je dis aux gens, il nous faut 150 000 euros. Bon, l'assemblée générale, on vote l'émotion, tout. Et quand l'assemblée générale se termine, et il y avait donc Chantal qui tenait la table, c'est elle qui a toujours tenu les tables pour collecter, et elle revient et dit, regardez tout ce que j'ai. Oui, on a gagné, on a fait quoi, 50 000 euros sur facile, hein, 50 000 euros sur la soirée. Les gens, en fait, ils étaient les associés, ils avaient suivi notre projet, ils avaient reçu nos publications, la lettre d'information, les informations, tout. Ils étaient prêts, ils sont venus à l'AG et ils avaient le chèque en poche. Et dans l'AG, ils ont dit, bon, ben voilà, je verse. C'est quand même quelque chose d'assez très, très intéressant. Et on voit en même temps les montées en puissance en jaune, c'est le nombre de courriels qu'on a collectés. Donc effectivement, on est en avance de phase sur les courriels, ce qui est logique. Et comme ça, on a pu atteindre beaucoup de gens. Le suivant. Alors, les partenaires. Alors ça, il faut remercier les gens. Donc, tous nos partenaires. Donc c'est pour ça que toutes nos présentations, c'est là. Enercop, Énergie Partagée, l'État, l'ADEME qui ont financé les faisabilités, Rexel, Sud, Agence de l'eau, 2 municipalités proches, commune de Coudou, ville de Belon, qui nous ont aidé, Ménélite, qui est le syndicat du bassin de l'Arc, et l'AFB, parce que quand même, c'est l'AFB qui donne les normes techniques au préfet et tout. Donc, il faut travailler en coopération avec eux. Suivant. Alors ça, c'est un peu un retour. Où est-ce qu'on en est? Alors, à gauche, les débits. Depuis 2020, sur les 7 années, là, 2019-26, on a 20% de débit en moins que dans notre analyse de business plan. 20%. Alors, transition énergétique, changement climatique,
on se l'est pris en plein pot, hein, c'est énorme. 20%, c'est 20% de revenus en moins. Et on a eu un deuxième problème, c'est qu'on a eu un voisin qui s'est plaint et qui a fait un procès pour bruit. Et donc notre avocat nous a conseillé de faire un peu profil bas pour aller au procès sans envenimer trop les choses. Donc on a fait profil bas toutes ces années, le temps que la justice, ça a été super long comme processus. Il a porté plainte, expert, tout. Et il y a un an, on a complètement gagné. Alors c'est logique, parce que la centrale, elle était là avant que lui, il habite. On avait un droit d'antériorité, et c'est ça. Et donc depuis un an, on peut retourner à fond. Et vous voyez, c'est la production depuis un an, depuis mai, sur un an 2025-2026, de mai à avril, on est presque aux 500 000 kWh. Ce qui, compte tenu du problème de débit en moins, des 20% de débit, ça nous ferait, on serait à 600, quasiment 570 000, qui était notre prévision. Donc on tient, et en bleu, vous voyez le débit moyen de l'arc sur l'année, on voit bien qu'il y a une corrélation, mais la barre jaune 2025-2026, on a relâché. Donc aujourd'hui, sur la base de cette production, oui, notre centrale, elle est pérenne et on a gagné. Hein. On a réussi notre challenge. Dans 5 ans, on aura tout remboursé les emprunts hein, et on peut le faire. Alors, la suivante. Alors, notre organisation, elle a un peu modifié. Donc, on a un conseil d'administration qui gère la société. C'est lui qui, formellement, doit prendre les grandes décisions. On a toujours le comité opérationnel. Oui, une chose, le groupe moteur se réunit toujours tous les lundis, hein, premier lundi du mois, ça continue. Un comité opérationnel, donc il y a une 15-20 bénévoles qui, à tour de rôle, interviennent sur la centrale pour la faire fonctionner. Quand il y a des gros embâcles qui arrivent, qui viennent nous boucher les entrées, des feuilles, tout, enfin, tous les petits trucs, graisser un peu les équipements, voilà. Donc ça, c'est important. Donc nous, on a ça, ce sont des bénévoles. Et là, on a réussi quelque chose d'assez fort. Hein. On a toujours énormément de personnes engagées. Et puis, on a une association, les Amis de Provence Énergie Citoyenne, qui, elle, est plutôt sur les axes de communication. Donc, donner envie, aider de nouveaux projets citoyens. Si vous voulez, moi, si je parle aujourd'hui, c'est parce qu'on a décidé de continuer à aider les projets citoyens ou les projets comme vous à faire bénéficier de notre expérience. On fait toujours des visites des visites, on fait toujours des portes ouvertes. Alors en visite, on fait même des classes, des écoles, et les visites, elles ont donc à la fois l'aspect l'art, la rivière, l'écologie. On les fait en partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux. On est en Natura 2000, et puis l'énergie avec notre centrale, comment ça fonctionne et tout. Et puis c'est aussi se battre pour les énergies renouvelables, l'économie d'énergie auprès du grand public. Alors, si vous allez sur notre site, vous aurez tout. Il y a tout. Il y a des photos à tour de bras. Il y a tous les travaux semaine par semaine. C'est assez énorme. Il y a tout, les explications, le lieu, tout. Voilà. Et je crois qu'il y a une dernière slide, non? Où on est à la fin, je ne sais plus. Ah, voilà, c'est terminé. Bon, juste un tout petit peu débordé. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup Jean-Luc pour votre intervention, c'était super intéressant. On va prendre, je suis désolé, ouais, en effet, il est 12h05. On va prendre 5-10 minutes pour répondre à vos questions si vous le souhaitez, avant de clôturer ce 16e webinaire. Merci encore pour votre attention. Alors j'imagine que vous pouvez lever la main et à ce moment-là, on ouvre vos micros. Hop. Hop. Normalement, vous pouvez Oui, bonjour. parler. Bonjour. Alors, on se posait la question pour un particulier qui aurait un projet de micro-centrale hydroélectrique, vers quel partenaire on pourrait l'orienter? Alors je pense que Jean-Luc, vous pouvez peut-être répondre à cette question. Alors, si c'est un projet personnel, faut l'orienter vers une société technique
qui va l'aider. Si c'est un projet citoyen, je pense que les mieux placés, c'est ENERCOP. Il n'y a aucun souci, comme nous. ENERCOP est souvent impliqué dans des grands projets pour amener un contenu citoyen. Donc, ils ont cette expertise. D'accord, je vous remercie. Et sinon, vous pouvez aussi contacter Sirena, Ouais, comme dit ma collègue Clara Rock. voilà. Je peux accepter tous les micros. Alors oui, bien sûr, la présentation sera diffusée à l'ensemble des participants suite à cette réunion, et j'ai rajouté quelques slides en supplément histoire de bien plus détailler l'ensemble des Bail à informations. construction. Là, je vois une question sur le bail à construction. C'est c'est une variante du bail amphithéotique. C'est devant notaire. Hein. Oui, monsieur Birlinger. Je crois que j'ai accepté votre micro, il faut juste l'activer. En effet, ça marche mieux. Bonjour. Oui, pour au niveau des générateurs Nouvelle-Aquitaine, j'ai posé une question là sur l'accompagnement. Si vous pouvez nous donner un peu, voilà, à l'oral, c'est un peu plus comment vous procédez pour accompagner les collectivités qui ont des projets de ce type-là. Alors déjà, on s'était parlé par téléphone, si je ne me trompe pas, Ah oui, il c'était y vous le a téléphone. d'ici Oui. 2 mois. Alors Oui. oui, on propose un accompagnement aussi d'une part pour regarder la capacité technique, à voir si l'installation est rentable économiquement, mais aussi ensuite pour travailler avec vous sur la création du projet, les cahiers des charges, etc. Très bien. Et est-ce qu'il y a au niveau de la région des aides sur l'investissement ou les études par la région Nouvelle-Aquitaine? Alors, je crois qu'il y a des aides, mais je les ai pas rajoutées dans la présentation. Je les rajouterai dans la présentation en suivant. C'est un peu flou pour moi, pour le coup. Je vous répondrai plus tard là-dessus. Très bien, mais de toute façon, je vous recontacterai alors. Merci. Pas de souci. Alors, Michael Anne, je vais autoriser le micro. Oui, bonjour. Je suis Anne Mickel, donc je suis à l'ADEME, basée sur Limoges. Et pour répondre au monsieur, effectivement, il y a quelques régions qui bénéficient encore en France. Il y en a 4, hein, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie et la Nouvelle-Aquitaine, encore des aides aux études de faisabilité, voilà, de centrales micro-hydrauliques. Donc, c'est uniquement des aides à la décision. Donc, c'est évidemment minime par rapport aux investissements qui pourraient être derrière engagés. Mais voilà, au moins au niveau de la prise et l'aide à la décision, il y a encore ce type d'aide qui est maintenu en Nouvelle-Aquitaine. Donc, il ne faut pas hésiter à passer par la LEC et à faire remonter à l'ADEME derrière. Et pour répondre également aux contacts que vous pourriez solliciter pour des aides, des accompagnements, il y a l'association des Moulins de France, il y a pas mal, en fonction de la typologie de votre projet, moulin, petite centrale, ça appartient à une entreprise, à une collectivité, à un particulier, etc. Il y a plusieurs acteurs que vous pouvez solliciter localement en Nouvelle-Aquitaine qui peuvent vous accompagner, vous donner des billes. Voilà, donc et puis la première porte d'entrée, effectivement, la LEC est déjà une très bonne, un très bon contact pour vous relier tout ça. Voilà, c'était simplement un petit complément. Merci beaucoup. Alors, Madame Ménard, hop, je vous ai autorisé le micro. Il faudra juste l'activer. Bonjour. J'avais posé la question dans le chat, du coup, merci pour cette présentation, c'était super intéressant. Et je voulais revenir sur la question au niveau des collectivités, puisque par exemple sur mon territoire, on est beaucoup sur des ouvrages privés. Et du coup, comment a fonctionné le partenariat avec la commune et quelle a été la forme de soutien qu'elle a pu apporter à la société citoyenne, s'il vous plaît?
Ah, voilà. Alors donc, il y a eu un soutien pratique d'abord, hein. Tout simplement, par exemple, quand Enercop nous a contactés, a pris pied à Velon, c'était en 2015, ils ont demandé à avoir un stand au Forum des Assos. On leur a filé un stand. Alors je dis on, parce qu'à l'époque, j'étais conseiller municipal en charge de l'environnement, l'agriculture et la forêt. Donc on leur a dit, bah, venez, vous avez un projet de microcentrale hydroélectrique, vous venez, on vous met une table et puis vous vous débrouillez, comme on dit. Donc ils sont venus. Donc ça, c'est déjà une aide toute concrète. La mise à disposition de salles, de chaises, de machin de bidule. Quand on fait nos portes ouvertes, les tables et les chaises, les tables et les bancs étaient systématiquement par la commune. Vous voyez, c'est des tas de trucs pratiques, tout ça. Et puis après, donc, il y a les communes riveraines, elles ont le droit de prendre des parts dans c'est une SAS. Hein. Donc elles ont le droit de prendre des parts dans la SAS, elles ont pris des parts. Et puis au niveau de la région, c'est transformé, elle, en une subvention pour le projet. Et puis il y a l'agence de l'eau aussi. Hein. Pas oublier l'agence de l'eau parce que les aménagements des canaux, c'est pas distribué, hein, comme on dirait. J'ai juste rajouté sur à votre écran justement les aides financières qui sont proposées pour les montages de projets. Hop. On va prendre peut-être une ou deux questions avant de clôturer cette réunion. N'hésitez pas. J'ai l'impression que... Ah, on a encore une... Oui, allez-y, normalement votre micro est autorisé. Bah, du coup, j'en profite. Sur les questions d'étiage, j'ai bien compris que vous aviez anticipé avec une étude, etc. Comment vous appréhendez, enfin, vous l'avez évoqué rapidement que il y a eu 20% de pertes, que c'est en lien avec le changement climatique. Comment c'est appréhendé du coup par le collectif? Est-ce que ça a bien été intégré dans le scénario initial ou est-ce que vous êtes en train d'adapter? Alors non. Dans le scénario initial, on avait 20 ans de données, presque 20 ans de données, 97-2017. Donc on s'est basé sur la statistique, on s'est dit, bon, c'est le passé et le futur sera pareil. Et quand on nous disait, effectivement, il y a des gens qui nous ont dit, mais et le changement climatique et tout, moi je ne sais pas lire le futur, hein, donc on s'est basé sur ces données-là. Et donc aujourd'hui, qu'on a, depuis le démarrage, on constate ces 20%. Alors, ce qui est très important, c'est que on a mis une trésorerie d'enfer. On avait une trésorerie d'enfer. Parce qu'effectivement, dans le business plan, j'avais marqué 40 000 de trésorerie et aujourd'hui, on a toujours 70 000. Parce que franchement, on a, on a réussi à faire le projet pour moins cher que ce qui était prévu. On a réussi à bien économiser dans la construction. On n'a pas surdépensé tout. Et par contre, on avait tout cet argent, cet emprunt. L'emprunt bancaire, il est à 300 000 euros. Voilà, on a emprunté 300 000 euros sur 12 ans. Et comme on a cet argent de côté, les premières des années où on était en déficit, on a pu continuer on a passé le cap, quoi. On a payé nos factures, on avait de l'argent de côté et on tient. Alors donc, ce qui est très important, c'est cet argent, cette trésorerie que vous mettez dans votre société. Donc, il faut emprunter pour avoir cette trésorerie. Il ne faut pas partir ric-rac parce que là, vous êtes mort. Et c'est ça qui fait qu'on s'en est tiré aujourd'hui. Hein. La trésorerie a été réduite, on a pompé dedans, mais on a passé. Et, voilà. Et maintenant qu'on a ces perspectives, que la turbine tourne à fond et tout, oui, aujourd'hui, on dit oui, on va savoir tout rembourser d'ici 2030, on n'a plus que 5 ans. On va tout rembourser et à ce moment-là, la centrale, elle va générer de l'argent. Elle va générer, je sais pas, 20 000 euros par an sur 30 années, quoi. Quelque chose comme ça. Ok, merci.
On va clôturer ici. Alors, oui, en effet, le replay va être disponible d'ici quelques jours. Je vous remercie grandement pour avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas hein, à contacter vos conseillers générateurs sur la Nouvelle-Aquitaine. On a une seule adresse mail et donc n'hésitez pas à nous contacter. On retransmettra ensuite le message sur le conseiller de votre département. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore d'être resté jusqu'à la fin et un très bon appétit pour ce midi.